Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons décidé de mettre les femmes du Wizarding World à l'honneur. Après une première vidéo sur les femmes dans la saga Harry Potter, où nous avons dépeint cette grande fresque féminine qui tient une place incroyablement forte dans le récit, nous allons aujourd'hui nous atteler à la saga des Animaux Fantastiques, qui pour le moment, avec seulement 2 films, met encore la barre plus haut. Comme dans toutes ses créations, J.K. Rowling fait de la place des femmes un élément absolument incontournable. Nous avons vu que c'était le cas dans Harry Potter, mais ça l'est aussi, par exemple, dans le livre Une place à prendre, où plusieurs portraits de femmes nous sont proposés avec des profils bien différents et parfois très atypiques. Dans l'extraordinaire série littéraire basée sur Cormoran Strike et ses équipes... Dans l'extraordinaire série littéraire basée sur Cormoran Strike et ses enquêtes absolument passionnantes, l'un des personnages principaux, Robin, est une femme elle aussi au parcours personnel compliqué, mais dotée d'un très grand courage et d'une intelligence peu commune. Elle est quasi l'égale du personnage principal. Dans l'Icabog, dernier roman publié pour la jeunesse par J.K. Rowling, là aussi, les jeunes filles puis les femmes tiennent une part extrêmement importante dans ce récit haut en couleurs que nous vous recommandons très chaleureusement. Si vous n'avez pas encore lu l'Icabog et que vous hésitez encore un petit peu, ce que l'on peut comprendre, vous pouvez regarder la vidéo spécifiquement dédiée à notre critique de ce livre paru chez Gallimard Jeunesse et qui est pour le coup une critique garantie 100% sans aucun spoiler. En tous les cas, on vous le recommande très très chaudement. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, les femmes, c'est une part immensément importante de la littérature rowlingienne et qui fait appel à des profils de femmes tout à fait extraordinaires. Dans la première partie que nous vous avons diffusée lundi, nous nous sommes cantonnés à sélectionner les profils, les plus importants généralement, pour démontrer la manière dont Rowling avait mis en scène plusieurs profils, plusieurs existences féminines au travers d'une saga devenue aujourd'hui légendaire. Alors, on va s'atteler dans cette vidéo à un exercice un peu différent dans lequel nous allons nous lancer dans la mesure où en fait nous allons évoquer les fantastiques personnages féminins des Animaux Fantastiques sans pour autant pouvoir établir des propos définitifs dans la mesure où seulement 2 films sont pour le moment sortis au cinéma et que la sortie du 3e opus n'arrivera pas avant le 15 juillet 2022 sauf avis contraire de la Warner Bros. Il va donc falloir faire preuve de patience pour découvrir le destin que réserve Rowling à toutes ces femmes extraordinaires et à toutes celles que nous allons encore découvrir. Les informations que nous allons vous donner sont donc forcément partielles et se basent uniquement sur les Animaux Fantastiques et les crimes de Grindelwald. Il conviendra donc évidemment de mettre à jour cette vidéo avec les 3 prochains volets de la saga, mais aussi de l'enrichir car notre petit doigt nous dit que de nombreuses femmes seront encore à découvrir dans cette saga si particulière. Donc c'est parti, et pour cette seconde vidéo de notre semaine spécialement dédiée aux femmes du Wizarding World, nous allons commencer par Tina Goldstein. Tina qui est en fait la première figure féminine magique que nous croisons dans les Animaux Fantastiques. Pour le coup, c'est un personnage qui ne ressemble à aucun autre créé jusqu'à présent par J.K. Rowling. Et il est vrai qu'au bout de 2 épisodes, on a encore un peu de mal à cerner sa personnalité. Pas de doute que cela est parfaitement voulu évidemment par J.K. Rowling. Elle est connue pour prendre le temps de développer ses personnages. Tina Goldstein aura évidemment droit également à une vidéo spécifiquement dédiée sur son personnage, il va sans dire, et on fera ça assez rapidement probablement. Cependant, ce que l'on peut déjà noter sur Tina, c'est que c'est une femme d'action, une femme qui prend extrêmement à cœur sa mission d'aurore auprès de Makusa, peut-être parfois un peu trop. C'est une personnalité qui nous semble pour le moins très humaine et très à l'écoute des personnes en souffrance. Elle jouit d'une très grande empathie envers tous ceux qui sont victimes d'injustice. Par contre, elle est aussi extrêmement à cheval sur les règles et les obligations définies par les lois de Rappaport et mises en œuvre par le Makusa, le Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Tina est une enquêtrice de talent, mais aussi un aurore absolument redoutable pour faire appliquer les lois, même si elle ne se les applique pas nécessairement à elle-même. Et on l'a vu notamment dans l'affaire qu'il a opposée à Marie-Lou Belbos au sujet de Croyance Belbos et à la maltraitance que cette femme absolument horrible commettait sur Croyance, mais également sur tous les autres enfants dont elle avait la garde, que Tina n'a pas su se retenir et a donc enfreint toutes les règles pour prendre la défense de Croyance. Et ça en dit assez long sur ce personnage en fait qui est assez particulier et qui pour l'instant ne jouit pas d'une personnalité absolument extraordinaire. En tout cas, elle ne crève pas l'écran et beaucoup moins que d'autres personnages dont on va vous parler dans cette vidéo. Mais voilà, ça insinue quand même le fait qu'il y a quelque chose à découvrir chez Tina Goldstein qui demeure pour l'instant un peu caché et c'est probable qu'au fur et à mesure du temps, on puisse découvrir une sorcière plus puissante qu'on imagine et qui prendra, on l'espère en tout cas, un petit peu plus
de place dans le récit et dans l'aventure qu'elle n'en prend actuellement. Jusqu'à présent, elle est quand même cantonnée un peu à cette situation vis-à-vis de Croyance Belboss et au lien qu'elle avait quand même réussi à créer avec lui. Alors est-ce que ce lien perdure encore aujourd'hui? Les Crimes de Grindelwald ne nous ont pas indiqué de réponse précise. Peut-être que les Animaux Fantastiques 3 nous en diront un petit peu plus là-dedans. Est-ce que ce lien qui s'était institué entre les deux a pu perdurer au fur et à mesure des difficultés que Croyance a pu rencontrer dans sa vie maintenant qu'il a rejoint les troupes de Grindelwald avec la révélation au sujet de son identité? Ça, c'est une véritable question qu'on peut se poser. Mais en tous les cas, ce qui va être certain, c'est que voilà, Tina Goldstein a encore un rôle à jouer, ne serait-ce que vis-à-vis de sa sœur, dont on va vous parler un peu ultérieurement dans cette vidéo. Pour nous, Tina Goldstein, aujourd'hui, n'est pas encore arrivée à la pleine mesure de ce qu'elle est capable de faire, parce que, en plus d'être cantonnée, entre guillemets, à son rôle d'ex-Aurore, puis réintégrée dans les Crimes de Grindelwald à cette force d'intervention magique, elle est aussi cantonnée dans cette espèce de romance qui est en train de naître avec Norbert Dragonio, Newt Scamander pour la version originale, dont on ne sait pas véritablement bien où elle va aboutir. On sait qu'il y a un sujet de jalousie, et ceci dès le tout début de la saga des Animaux Fantastiques vis-à-vis de Lethal Lestrange. Compte tenu du sort supposé de Lethal Lestrange, évidemment ça laisse un petit peu plus de place peut-être dans le cœur de Norbert Dragono, mais ça reste encore des territoires à explorer dans les prochains films, et on attend là-dessus que Rowling nous fasse découvrir un peu plus un personnage qui pour l'instant est, il est vrai, assez complexe à analyser. Alors Tina Goldstein, elle a aussi un rôle qui n'est pas simple, parce que c'est l'aînée d'une fratrie, puisqu'elle forme une fratrie avec Queenie Goldstein, et en même temps, elle est aussi toute seule, puisque ses parents sont morts de la dragoncelle, donc on peut imaginer qu'elle a passé une grande partie de sa vie à Ilvermorny à être toute seule. Elle vit dans un appartement, en tout cas quand on la découvre en 1926, dans un appartement, dans un immeuble réservé aux jeunes filles, comme c'était le cas à l'époque aux États-Unis. Elle vit avec Queenie Goldstein, et on sent bien que elle a un caractère extrêmement différent de celui de sa sœur, pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer. Elle est beaucoup plus introvertie, elle est beaucoup moins souriante, parfois très cassante, assez violente dans ses propos, mais surtout dans sa manière d'agir. Et ça reste encore vraiment un personnage qui est en pleine évolution. Alors c'est aussi très intéressant, évidemment, d'avoir un personnage en pleine évolution qu'on a un peu de mal à capter et à considérer, mais on ose vraiment espérer que les Animaux Fantastiques 3 vont faire décoller un peu ce personnage qui, pour le moment encore, est un petit peu long. Alors après, c'est pas du tout la même chose avec Queenie Goldstein. Donc Queenie Goldstein est la sœur cadette, et elle est donc évidemment plus jeune, et elle a aussi un style qui est tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que c'est vrai où là, Tina est un peu, on va dire, introvertie, même physiquement. On voit que c'est quelqu'un qui est assez renfermé sur elle-même. Queenie Goldstein, c'est l'exact contraire. C'est quelqu'un qui est assez exubérant, qui est une femme extrêmement belle, qui a des talents magiques en plus absolument incroyables, puisqu'elle possède le don de Légilimens. Si ça vous intéresse, on a d'ailleurs fait une vidéo qu'on vous remettra en barre d'infos, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Queenie Goldstein et justement de son don et de sa place dans les Animaux Fantastiques. Mais voilà, on est face à une sorcière qui semble beaucoup plus accomplie, même si sa carrière au sein du MACUSA est bien moins prestigieuse que celle de sa sœur. On voit que Queenie Goldstein est vraiment cantonnée dans ce rôle de très belle femme, de femme qui a du talent, mais que finalement on ne calcule pas véritablement, tout simplement parce que il y a peu de probabilité que les gens au sein du MACUSA soient au courant de ces dons de Légilimens. Donc du coup, elle sert à fixer les toilettes ou à servir le café dans des réunions, donc c'est pas très très passionnant, alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui est doté d'une grande magie, et même d'une belle magie. On la voit être aussi en capacité de fabriquer la cuisine, de fabriquer un bon repas. Donc ça reste vraiment quelque chose d'assez sympa et de très très beau visuellement. D'ailleurs, ça a été très bien mis en lumière par les équipes créatives de la Warner Bros et par le réalisateur. Donc là-dessus, vraiment, Queenie Goldstein, c'est presque l'antagonisme en fait de sa propre sœur, puisque c'est vraiment une personne qui semble plus libérée. Mais derrière cette personne plus libérée, on découvre au final dans les Crimes de Grindelwald que c'est aussi une personne qui souffre beaucoup de son statut de femme, que les gens regardent plus pour son physique que pour ses compétences, et aussi parce que son pouvoir magique de Légilimens, évidemment est complexe parfois à maîtriser, et notamment quand ses émotions sont à fleur de peau. Et ces émotions, elles sont à fleur de peau parce que Queenie est tombée éperdument amoureuse de Jacob Kowalski. Jacob Kowalski
qui est un moldu, ce qui est interdit dans les lois de Rappaport aux États-Unis. Un sorcier ne peut pas être avec une moldue puisqu'il y a un secret magique extrêmement fort à respecter et qu'il n'y a absolument aucune possibilité de contourner ces lois. Et dans Les Crimes de Grindelwald, on voit justement que cette relation où Jacob Kowalski essaye de protéger Queenie Goldstein en lui disant que ce n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas se marier, elle le vit extrêmement mal, et donc elle perd le contrôle de ses pouvoirs, et la perte du contrôle de ses pouvoirs, mais aussi la perte de l'espoir de ne pas pouvoir vivre sa vie telle qu'elle l'entend, et d'être encore une fois enfermée dans un statut, et en l'occurrence dans le statut de sorcière, par rapport à un moldu comme Kowalski, va enclencher finalement son départ vers les troupes de Grindelwald, et c'était peut-être d'ailleurs l'un des tournants les plus phénoménaux des Crimes de Grindelwald quand on la voit partir effectivement avec le méchant principal du film, où ensuite elle va réussir à le servir grâce à ses talents de légilimens. Alors elle est amenée petit à petit, notamment par une autre femme, Glinda Rosier, dont on va parler un peu ultérieurement dans cette vidéo, vers ce choix-là, qui est un choix quand même qui est très compliqué et auquel on ne s'attendait pas véritablement, mais elle le fait encore une fois pour une raison qui n'est pas la même raison que les autres. C'est pas le discours politique qui évidemment l'emporte dans un premier temps, c'est le fait qu'elle visualise qu'avec les propos politiques de Grindelwald, elle pourra être en couple avec Jacob Kowalski. Sauf que évidemment les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et cela elle ne le voit pas. Néanmoins, le fait qu'elle ait rejoint les équipes de Grindelwald va forcément engranger des choses très compliquées par la suite pour Tina Goldstein, qui va devoir donc essayer de ramener sa sœur à la raison. Il y a aussi le rôle de Jacob Kowalski, donc il va falloir évidemment imaginer la manière dont il va pouvoir jouer pour essayer de la ramener, lui qui n'est qu'un simple moldu au milieu d'une guerre de sorciers qui s'annonce entre les troupes de Grindelwald et les troupes d'Albus Dumbledore. Donc on ne sait pas véritablement jusqu'où tout cela va aller, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que Queenie Goldstein, voilà, est un personnage extrêmement complexe que J.K. Rowling a développé bien plus rapidement que sa propre sœur, pour les raisons qu'on a pu voir dans les Crimes de Grindelwald, et on s'attend évidemment à ce que ce personnage prenne encore plus d'ampleur dans les semaines et les mois qui viennent. Troisième personnage dont on va vous parler, alors là aussi on a fait une vidéo spécifiquement dédiée à ce personnage que vous pourrez là aussi retrouver soit là-haut, soit en barre d'informations, c'est évidemment Leta Lestrange. Alors Leta Lestrange, c'est un peu la révélation des Crimes de Grindelwald. Interprétée par la fantastique Zoe Kravitz, il faut savoir que dans le premier film, on ne l'a vue que sous forme d'un simple caméo où elle était représentée dans un cadre photo à l'occasion de la visite de Norbert dans sa valise. Alors, Leta Lestrange, c'est un personnage qui est très complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'une famille qui est très compliquée, qui est la famille des Lestrange, qui est une grande famille. Alors, elle n'est pas directement reliée à la branche Lestrange d'Angleterre qu'on a connue dans la saga Harry Potter. C'est vraiment différentes branches qui n'ont pas grand-chose en commun, mais voilà, elle est liée au deuxième, au troisième degré avec Bellatrix Lestrange, mais vraiment ça remonte à très très long. Les Lestrange, donc c'est une très vieille famille, et dans les très vieilles familles, et surtout dans les très vieilles familles de sorciers français, il y a évidemment des traditions, des secrets, des difficultés, et on voit que sa vie est très difficile. Elle est très difficile parce qu'il y a eu toute la question de la relation avec sa mère, de la relation avec son père, qui n'a jamais réussi évidemment dans un contexte absolument atroce et dans un contexte de manipulation à se construire, jusqu'à ce départ vers les États-Unis, dont pour l'instant on ne mesure pas tout à fait bien les causes, où elle a interchangé deux bébés et au final elle a tué son propre frère. D'où toute l'idée, si vous voulez, que Leta Lestrange a ce sentiment de culpabilité absolument monstrueux qui la ronge et qui la ronge depuis longtemps, puisque dans des flashbacks, dans les Crimes de Grindelwald, on la voit faire face quand elle défie l'épouvantard à cette espèce d'immense drap s'enfonçant dans les flots. C'est quelque chose ensuite qu'elle va raconter au moment où ils s'apprêtent tous à pénétrer dans le mausolée des Lestrange. Donc on voit bien que il y a une forme traumatique chez elle qui est très compliquée, que c'est une femme qui est soumise à beaucoup de pression de son histoire, beaucoup de pression de son héritage, et qui en plus, même dans sa vie amoureuse, n'arrive pas véritablement à se décider. On voit, sans qu'il ne soit dit rien de plus, qu'à Poudlard, elle avait une relation très privilégiée, très particulière avec Norbert Dragono, où elle s'identifiait même à un monstre. Alors, on ne sait pas si Leta Lestrange a développé des sentiments amoureux pour Norbert Dragono à cette époque-là.
Ce n'est pas dit dans le récit, c'est un peu imagé, mais voilà, on peut comprendre les deux versions. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on la retrouve quelques années plus tard au ministère de la Magie, au tout début du film, on voit qu'elle est en couple avec Thésée Dragono, donc le frère de Norbert Dragono, et voilà, qu'il y a un mariage, ils sont fiancés, donc ils s'apprêtent à se marier. Là aussi, c'est vrai que cette espèce de triangle amoureux extrêmement étrange entre Thésée, Leta et Norbert fait que y avait vraiment beaucoup de choses à étudier sur la manière dont elle interagissait avec les deux. On sent bien qu'elle a une complicité quand même qui est très particulière avec Norbert Dragono. On la voit assez peu avec Théséus, mais bon, quelque part, c'est vrai que l'intrigue du film ne s'y prêtait pas. On aurait peut-être eu plus d'informations si J.K. Rowling avait choisi la forme du roman. Mais voilà, il y a aussi, jusqu'au moment où elle se rend dans le mausolée des Lestrange, cette idée finalement que Leta Lestrange est un peu coincée entre les deux. Et au moment où elle va faire le choix d'aller défier Grindelwald et qu'elle va détruire le crâne en évidemment multipliant par 10 les effets du Protego Diabolique, en multipliant les effets par 10 du Protego Diabolica, on voit bien qu'elle se tourne une dernière fois et elle sort un « je t'aime », mais là aussi, la caméra pivote d'une telle manière qu'en réalité, on ne sait pas si elle s'est adressée à Norbert Dragono ou à Thésée Dragono. Et or, cela est extrêmement vraiment rapide dans l'action, mais surtout, ça a une importance prépondérante probablement pour la suite du récit, parce qu'on se retrouve donc avec deux hommes qui vont finalement se retrouver à la fin sur le fait que il faut venger cette mort-là, puisque vraisemblablement on nous laisse penser qu'elle est morte, et c'est tout à fait probable qu'elle le soit, même si nous on a un petit doute, et on s'en est déjà expliqué dans un certain nombre de vidéos, notamment dans notre vidéo FAQ sur les Animaux Fantastiques 3, et il va falloir voir comment J.K. Rowling va justement amorcer l'évolution de ces deux personnages de Norbert et de Thésée autour de ce deuil absolument monumental, alors deuil qui peut laisser de la place pour Tina Goldstein, et en même temps deuil qui forcément va avoir des répercussions sur la manière dont ils vont concevoir leur engagement vis-à-vis de l'Ordre du Phénix et vis-à-vis de Dumbledore pour justement venger tout ça. Donc là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ce personnage absolument fascinant. Nous, on a quand même un petit peu de mal à croire de base que J.K. Rowling ne va pas nous remettre un peu de Leta Lestrange dans les prochains films, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas inventer un personnage aussi extraordinaire, aussi fort et aussi torturé que Leta Lestrange et la faire disparaître au bout d'un film. Nous, on est absolument contre, on a vraiment envie de la revoir, de la retrouver, parce que c'est un personnage, encore une fois féminin, extrêmement fort, et c'est peut-être même l'un des plus forts de toute la saga, parce qu'on découvre en elle quelque chose qu'on a trouvé absolument nulle part ailleurs, et c'est cette immense tristesse, cet immense poids de l'héritage qui pèse sur ses épaules en permanence, qui la pousse à faire ses choix de vie. Donc là, vraiment, c'est l'un des plus beaux personnages féminins qui soit dans la saga Harry Potter et des Animaux Fantastiques, et vraiment, on espère que J.K. Rowling aura encore l'occasion de faire évoluer un peu ce personnage, que ce soit par flashback, ou que ce soit par un éventuel retour dont on ne sait pas véritablement comment. Autre personnage dont on va vous parler, c'est Serafina Picquery. Alors Serafina Picquery, c'est un personnage qui peut encore avoir de l'importance dans les prochains films des Animaux Fantastiques. On la découvre principalement, évidemment, dans le tout premier volet. On la voit au tout début du second également, et c'est la présidente du MACUSA, le congrès magique des États-Unis d'Amérique. Alors, Serafina Picquery, c'est un peu une figure assez extraordinaire parce que c'est vrai qu'on est dans un New York des années 1920-1930 où voilà, on est encore sur une ségrégation assez forte entre d'un côté les Blancs et de l'autre côté les Afro-Américains dans la vie civile, la vie moldue finalement, la vie des non-magiques à l'intérieur des États-Unis. Et en fait, dans le monde des sorciers, on s'aperçoit que c'est assez différent, puisque Serafina Picquery est une femme métisse et qui occupe donc la fonction de présidente du MACUSA. Donc c'est l'équivalent pour le monde des sorciers américains du président des États-Unis pour les non-magiques. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était un petit clin d'œil qui était intéressant à faire de la part de J.K. Rowling. Et là aussi, c'est une femme qui finalement est très masculinisée, puisqu'elle est vraiment quelqu'un, on la sent, de très puissante, de très directive, d'assez violente dans ses raisonnements et dans sa
manière d'appliquer les lois de Rapaport. C'est quelqu'un qui a la vindicte assez rapide, qui donne des ordres, qui claque comme un fouet. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir cette femme dans cette position-là d'autorité. On n'avait pas forcément imaginé ça. En tout cas, on l'aurait beaucoup plus vu dans le cas du ministère de la magie de Grande-Bretagne que finalement au MACUSA, surtout à cette période-là de l'histoire américaine dans son ensemble et dans sa version non magique. Donc Serafina Picquery, voilà, elle a un rôle qui est un rôle d'autorité, qui est un rôle aussi d'être en capacité finalement de faire la distinction entre ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait en fonction des lois de Rapaport. C'est vraiment un personnage, nous, qu'on a bien aimé parce que c'est vrai qu'il y a cette force en elle, quelque part, qui est prête un peu à déplacer des montagnes pour réussir à garantir que la sécurité du monde des sorciers américains ne soit pas remise en cause par des imprudences des uns ou des autres. Donc il y a vraiment toujours cette espèce de logique-là. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit se battre elle-même, hein, c'est surtout ces aurores qui se battent, etc. Mais c'est véritablement un chef de bataille et quelque chose nous dit que ce serait pas inintéressant de la voir revenir peut-être dans le 3 ou le 4 ou le 5 à ce rôle-là, parce que c'est vrai qu'elle a su parfaitement incarner un personnage qui n'était pas facile à interpréter, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les autorités politiques dans la saga Harry Potter, mis à part le ministère de la magie en Grande-Bretagne, on n'a pas vu véritablement grand-chose, et là on voit que Serafina Picquery, elle a un rôle très particulier, elle siège au niveau du Congrès international magique, on voit même que c'est elle qui dirige les débats au moment où il y a eu l'attaque de l'Obscurus contre le sénateur américain, on voit également qu'elle a cette volonté d'être présente absolument partout, hein. C'est presque une omniprésidence finalement du MACUSA à laquelle on assiste. On peut imaginer qu'il se passera encore des choses autour de ce personnage qui était vraiment bien défini, qui était bien incarné et qui avait pour mérite aussi de faire un petit pied de nez à l'histoire des noms magiques avec cette femme métissée donc à la tête du congrès du MACUSA, alors que la ségrégation dans le monde des Moldus était encore en cours. Donc ça, c'était pour la partie sur Serafina Picquery. Autre personnage féminin, alors là, qui a été beaucoup plus introduit dans les crimes de Grindelwald, c'est Vinda Rosier. Alors, Vinda Rosier, c'est un peu l'image qui pourrait correspondre à toutes les femmes qui ont gravité autour de dictateurs. C'est un peu la Bellatrix Lestrange, à notre avis, pour l'instant, en tout cas, en l'état actuel de nos connaissances sur les animaux fantastiques de Grindelwald. Elle est très, précise dans sa manière de servir son maître. C'est elle qui va jouer le rôle d'agent recruteur de Queenie Goldstein. Alors c'est une Française dans toute sa splendeur, c'est-à-dire belle, hautaine, méprisante à souhait quand il faut l'être, mais qui en même temps est dotée quand même, on a l'impression, d'une puissance magique, et surtout, elle n'a absolument aucun état d'âme. C'est-à-dire que quand il faut assassiner un bébé dans l'appartement qui va être transformé en QG de Grindelwald, ça ne lui pose évidemment aucun souci de le faire, ce qui démontre quand même un fanatisme dans sa manière d'aborder les choses et dans la manière d'apporter son soutien à Gellert Grindelwald. Donc là-dessus aussi, c'est vraiment un personnage qui a été fait finalement pour être un personnage secondaire, mais un personnage qui va monter en puissance probablement dans les prochains volets. C'est vrai qu'elle a le style, elle a la manière, elle a la classe, et en tout cas, elle semble avoir ce côté extrêmement fanatique qui en fait une femme sans aucune pitié, une femme sans aucune valeur, et une femme finalement qui sera peut-être capable même d'aller extrêmement loin pour Grindelwald, ce qui ne sera pas le cas des alliés que l'on peut voir jusqu'à présent, qui généralement se défaussent dès la première difficulté arrivée. Vinda Rosier par exemple dans le mausolée des Lestrange, elle reste quasi jusqu'à la toute fin de la bataille, en tout cas jusqu'à ce que le crâne soit fracassé et que le Protego Diabolica devienne incontrôlable, alors que les autres effectivement ont déjà rejoint Nurmangard de manière plus rapide. Donc elle reste là jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on peut faire vraiment ce parallèle avec la Bellatrix Lestrange qu'on a découvert dans Harry Potter et dont on vous parlait déjà dans de précédentes vidéos, et notamment dans la vidéo qui était spécifiquement dédiée au personnage de Bellatrix. Là-dessus, on est vraiment sur une femme d'accompagnement, d'un dictateur, d'un politique qui est doté effectivement de beaucoup d'atouts pour servir ce personnage-là, et là aussi on a vraiment une petite
impatience de la redécouvrir et peut-être de la découvrir un peu mieux que ça n'a été le cas auparavant dans Les Crimes de Grindelwald. Bon, tant qu'on est sur les personnages un peu particuliers et on va dire franchement détestables, on va parler d'une femme que normalement, avec beaucoup de chance, nous ne retrouverons jamais dans Les Animaux Fantastiques. Vous l'aurez compris, c'est de Marie-Lou Belbos que nous voulons parler, la fondatrice de cette espèce d'association soi-disant philanthropique pour lutter contre les sorciers et les sorcières qui, paraît-il, pustulent dans le monde moderne. On voit pas du tout de quoi elle parle, parce que bon, la sorcellerie, évidemment, ça n'existe pas. Bon, Marie-Lou Belbos, c'est vraiment le personnage féminin peut-être le plus détestable de toute la saga des Animaux Fantastiques depuis le début. Une ombrage en puissance qui prend ses rêves pour des réalités et qui n'a surtout en elle que de la cruauté, de la méchanceté et qui est en fait une personne très sectaire, une personne complètement persuadée qu'elle a raison, qu'elle est dans son bon droit de maltraiter les enfants et de participer à cette espèce d'énorme chasse aux sorcières. Alors, son personnage prend évidemment inspiration. On avait fait une vidéo sur la fondation Imakusa et sur l'histoire des sorcières de Salem. Et évidemment, cette Marie-Lou Belbos, c'est la puritaine par excellence, celle finalement qui se comporte comme se sont comportés les gens à Salem, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui dépasse sa propre imagination, évidemment, doit être brûlé, décapité, tout ce qu'on veut et tous les supplices possibles et imaginables. Marie-Lou Belbos est une femme absolument atroce qui, derrière, on va dire, des sentiments plutôt sympathiques, puisque c'est une femme qui adopte beaucoup d'enfants et des enfants qui sont dans la misère, comme ce fut le cas par exemple pour Croyance Belbos, quand il est arrivé sur le territoire des États-Unis en 1905. Elle fait croire qu'elle adopte, que effectivement elle nourrit tous ces pauvres petits-enfants, etc. En réalité, pour en faire de véritables soldats pour sa fondation philanthropique du Nouveau Salem. Elle est vraiment complètement dans cette logique-là, finalement, de profiter d'âmes innocentes pour les amener vers un but bien précis. Alors là aussi, on retrouve tout un tas de personnages. On peut trouver également les Thénardier de Victor Hugo, qui semble être un modèle qui plaît à J.K. Rowling, puisqu'elle l'avait déjà utilisé dans Harry Potter. Elle le réutilise là. En l'occurrence, dans Harry Potter, c'était pour la tante Pétunia, là c'est pour Marie-Lou Belbos, mais encore une fois, quitte à se faire un dîner entre Marie-Lou Belbos ou la tante Pétunia, très sincèrement, nous on prend la tante Pétunia parce que, la tante Pétunia, on peut lui excuser beaucoup de choses. Marie-Lou Belbos, évidemment, n'est pas excusable, elle est violente avec les enfants, y compris physiquement, verbalement c'est déjà en soi beaucoup trop, mais elle l'est également physiquement. Elle n'hésite pas à lever la main, que ce soit sur Croyance ou sur sa sœur adoptive. Bref, elle est dans une position et dans une dynamique tellement malsaine finalement que ce personnage ne nous manquera pas du tout. Elle finit par mourir des mains de l'Obscurus de Croyance, à moins que ce ne soit Aurelius Dumbledore. Et finalement, c'est pas une très grande perte puisque au moins elle aura été mise à sa juste place. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui pour le coup est très emblématique sur le premier volet des Animaux Fantastiques et qui se trouve être quelqu'un vraiment de profondément atroce, de profondément méchant et dont on a franchement qu'une seule envie, c'est de ne plus jamais la revoir. Son comportement, sa manière d'être, sa manière de penser en font vraiment une femme extrêmement violente et qui quelque part n'a plus du tout sa place dans ce genre de saga et c'est vrai que ça en faisait presque l'ennemi numéro 1 dans le tout premier film. Donc Marie-Lou Belbos, c'est vraiment un personnage très complexe. Je suis pas totalement persuadé qu'on vous fera une vidéo sur le sujet de ce personnage parce que au final il n'y a pas grand chose à dire mais on tenait évidemment à la mettre dans cette vidéo parce que là aussi c'est un profil pour le coup extrêmement néfaste et qui ne souffle pour le coup d'aucune ambiguïté puisque toute sa vie, toute sa manière de vivre est tournée uniquement vers le malheur des autres et surtout de l'accroître et ça c'est quelque chose qui nous choque beaucoup. Alors, on va parler d'un personnage un peu plus sympathique qu'on a découvert dans Les Crimes de Grindelwald et qu'on espère pouvoir découvrir encore un peu plus dans Les Animaux Fantastiques 3, 4 et 5. A priori, elle est confirmée au casting des Animaux Fantastiques 3 qui est là véritablement sur la toute fin de tournage. Et évidemment, ce personnage, c'est Bounty. Bounty qui est l'assistante de Norbert Dragono qu'on découvre donc dans sa maison londonienne et qui prend soin de créatures que Norbert n'emporte pas nécessairement toujours partout avec lui dans sa valise.
Alors, c'est un personnage qui, pour l'instant, est apparu sous un angle très comique et sous un angle, en fait, de l'assistante complètement amoureuse de ce très beau jeune homme qui part à l'aventure de manière régulière pour sauver tous les animaux possibles et imaginables sur toute la planète. Donc, c'est vrai que pour l'instant, elle est dans un rôle qui est assez comique et en même temps, on voit bien que c'est quelqu'un aussi qui est doté d'une très grande sensibilité, à la fois vis-à-vis de Norbert, qu'elle aime et qu'elle protège, mais aussi vis-à-vis des animaux dont elle prend soin. Donc, c'est vraiment un personnage, là, pour le coup, qui est marrant, qui a un gros potentiel humoristique. Et c'est vrai que, voilà, on aimerait bien la voir un petit peu plus dans les tout prochains volets des Animaux Fantastiques. Alors, il y a peu de probabilité pour que ce soit un personnage qui devienne récurrent. Mais c'est vrai que la voir sur quelques scènes, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant et d'un peu malin, parce que c'est vrai qu'elle apporte un peu une fraîcheur et on se demande un peu comment Norbert va réussir à toujours être globalement à peu près sympa avec elle, tout en évidemment vivant sa propre histoire personnelle et notamment avec Tina Goldstein. Donc voilà, là c'est le point un peu comique. Alors ensuite, il y a une autre femme dont on vous a déjà parlé dans une vidéo spécifiquement dédiée, mais également dans le premier volet de cette série consacrée spécialement aux femmes du Wizarding World. C'est évidemment Minerva McGonagall, parce que vous allez être très nombreux à nous dire dans les commentaires « Ouais, mais alors, que pensez-vous de Minerva McGonagall et pourquoi est-ce que vous pensez que c'était bien qu'elle soit présente dans ce film ?» Alors, c'est vrai que si on regarde la chronologie officielle de Minerva McGonagall, il y a un problème de date. À cette époque-là, elle n'était absolument pas du tout censée être à Poudlard auprès d'Albus Dumbledore et encore moins dans cette espèce de rôle d'assistante. Là, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble un peu à du fanservice, mais au final, ça ne nous dérange pas puisque ce film est écrit par J.K. Rowling. Elle a droit de vie, de mort sur ses acteurs. Elle peut très bien modifier effectivement sa timeline personnelle quand elle le souhaite. Là, en l'occurrence, ça tenait plus du clin d'œil et il y a très peu de probabilité qu'on la retrouve dans les prochains films. En tout cas, ce serait étonnant, sauf peut-être sur un caméo sur la fin dans le 5e volet des Animaux Fantastiques. Mais en soi, nous, ça ne nous a pas choqué outre mesure parce que c'est vrai qu'elle a rapporté un petit potentiel comique et puis un petit brin de nostalgie dont on a forcément besoin. Hein. C'est comme voir le château de Poudlard, c'est un brin de nostalgie, mais ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ça. Donc quelque part, nous, ça ne nous a pas choqué outre mesure que de voir effectivement cette petite entorse à la timeline officielle. Surtout qu'elle reste présente sur quelques séquences du film. En tout et pour tout, ça doit durer moins d'une minute. Elle n'est pas une part clé de l'intrigue, donc là-dessus, il n'y a pas pour nous grand-chose à dire. C'est pas très très choquant. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'aperçoit déjà que la McGonagall, finalement, qu'on a quittée dans Harry Potter, interprétée par l'extraordinaire Maggie Smith, on la retrouve à peu près avec le même caractère, un peu les mêmes mimiques, un peu les mêmes gestes, alors qu'évidemment, ce n'est pas la même actrice puisqu'ils ont pris une actrice beaucoup plus jeune. Mais du coup, voilà, c'est assez drôle, c'est bien foutu et nous on n'est pas non plus des puristes et on va pas non plus venir dire que c'est une honte, etc. et pointer le fait que c'est une incohérence. Voilà, c'est une petite entorse faite, mais au final ça faisait quand même plaisir, ça fait marrer. Au cinéma, les gens rigolaient dans la salle. J'ai envie de dire, c'est le principal. On n'est pas là pour juger les petites entorses par-ci par-là. Ça peut arriver et surtout quand en plus ça vient sortir un petit rire dans un film quand même qui est très sombre et qui est assez dense. Pour le coup, c'était peut-être la chose à faire. Et enfin, le dernier personnage, évidemment, dont on va vous parler, c'est le personnage de Nagini. Alors Nagini, on vous a déjà fait aussi là une vidéo dédiée à ce personnage parce que c'est vrai que ça a été l'une des plus grosses révélations des Crimes de Grindelwald et ceci dès la bande-annonce en réalité. Puisque c'est vrai que dans la bande-annonce, on a tout de suite vu Nagini dans sa version serpent et dans sa version femme en train de se transformer. Alors, ça a été pour le coup une révélation à laquelle on ne s'attendait pas le moins du monde, puisque pour tout lecteur de Harry Potter, mis à part effectivement quelques petits indices écrits dans l'histoire d'Harry Potter et les reliques de la mort, on aurait toujours pu imaginer que Nagini n'était qu'un simple serpent. Maintenant, on est en train de comprendre qu'en réalité, les choses sont plus compliquées et que Nagini, à la base, était bel et bien une femme qui malheureusement souffre d'une malédiction, donc c'est une malédictus et qui fait que son sang en fait va la pousser à se transformer un jour de manière irrémédiable en serpent et c'est ce serpent-là qu'on retrouvera dans les Animaux Fantastiques et notamment dans les Crimes de Grindelwald et forcément dans les prochains opus, c'est une certitude. Alors c'est vrai que ça nous a fait un choc parce que on n'avait pas imaginé cette possibilité du fait que Nagini avait été humaine auparavant. Maintenant, c'est vrai que ça vient rajouter, on va pas se mentir, une dose quand même impressionnante par rapport à tout ce que l'on va connaître ensuite dans la saga Harry Potter, presque 80 ans plus tard.
C'est assez phénoménal en réalité, parce que cela engendre tout un flot de questions sur qui est cette femme, quelle est son histoire et comment va-t-elle finalement en arriver à rejoindre les troupes de Lord Voldemort. Et ça, c'est pour le moment encore une question à laquelle on ne peut pas répondre. Peut-être que les Animaux Fantastiques 3, 4 et 5 viendront nous fournir les éléments de réponse, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que c'est un personnage féminin absolument extraordinaire, interprété mais avec brio par Claudia Kim. On voit une Nagini humaine qui essaye plus que tout de ramener Aurelius à la raison et de le pousser finalement à avancer, de ne pas trop se poser la question de ce qui s'était passé avant dans sa vie, avec beaucoup de philosophie finalement dans le regard qu'elle porte sur Aurelius et dans le regard qu'elle porte sur la vie, puisque elle, sa vie est en train de se terminer, en tout cas sous sa forme humaine, alors que finalement Aurelius est un jeune homme qui a encore beaucoup de choses à faire, et quelque part on voit d'ailleurs qu'elle l'envie, on peut penser qu'il y a une relation amoureuse qui a commencé à s'instituer entre les deux finalement, mais qui évidemment va être rendue probablement totalement impossible par sa transformation définitive en serpent. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, Nagini, c'est un personnage là pour le coup qui devrait être récurrent, même si pour l'instant elle n'a pas été totalement confirmée au casting des Animaux Fantastiques 3. Normalement elle devrait y être entre 2 grossesses, donc ça a été juste peut-être pour les plateaux de tournage, mais c'est quand même pas impossible qu'elle soit présente. Là-dessus il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer sur ce personnage, et surtout voilà, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir à quel moment cette femme, qui pour le coup est présente à Poudlard à la fin de la bataille de Paris, la bataille du cimetière du Père-Lachaise, cette femme qui est présente à Poudlard, donc qui est prête à s'engager dans cette logique de venir défendre ses camarades et de ramener Aurelius à la raison, pourquoi elle se tourne ensuite vers Lord Voldemort? Est-ce que c'est une Nagini qui survit finalement un peu dans la tête du serpent? Est-ce que au contraire, ce ne sont que des choses très instinctives? Là, pour l'instant, on n'a pas véritablement la réponse, et c'est vrai qu'on se pose quand même beaucoup de questions en la matière, et c'était peut-être l'une des plus grosses révélations après celle d'Aurelius Dumbledore dans les Crimes de Grindelwald, et en tout cas, on a vraiment beaucoup d'impatience à découvrir l'évolution de ce personnage qui, pour le coup, est doté d'un naturel tragique et d'une caractéristique mélancolique absolument fondamentale dans cette espèce d'immense fresque de personnages féminins que J.K. Rowling déploie dans le Wizarding World. Et vraiment, là, c'est un personnage qui nous tient très à cœur. Enfin, on va vous parler quand même d'un tout dernier personnage, même si pour l'instant on ne l'a vu que par l'apparition du livre magique qui doit être la version 0.5 de l'Ordre du Phénix. C'est le professeur Eulalie X. Eulalie X qui est l'un des personnages, l'un des professeurs de l'école de magie nord-américaine Ilvermorny. Alors pour l'instant on n'en sait pas trop sur son personnage. C'est un personnage qui a été confirmé au casting des Animaux Fantastiques 3, qui apparemment a tourné dans pas mal de scènes d'après les rumeurs qui sont parues sur internet et dans la presse. Elle va jouer donc le rôle effectivement d'une professeure d'Ilvermorny, mais aussi d'une alliée de Dumbledore, puisque vraisemblablement elle fait partie donc de cette version très primaire de l'Ordre du Phénix. Donc là-dessus ça reste encore quelque chose à confirmer, à voir comment ce personnage va être introduit. Il a été très rapidement introduit dans les Crimes de Grindelwald, mais évidemment il faut qu'on apprenne à le connaître parce que c'était vraiment très succinct et ça durait une quinzaine de secondes. Là il va falloir découvrir évidemment les caractéristiques de ce personnage, la manière dont elle va se mettre en scène et ce qu'elle va pouvoir apporter finalement à l'histoire, et ça reste encore une découverte à faire donc le 15 juillet quand sortira en 2022 le film des Animaux Fantastiques 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment que toute cette immense fresque féminine qu'on vous a présentée sur la saga Harry Potter et sur la saga des Animaux Fantastiques vous aura plu. Évidemment, cette vidéo, elle n'est pas à prendre comptant, puisque on va encore découvrir sur les 3 prochains films, évidemment, beaucoup de nouvelles femmes qui vont venir animer finalement la vie du Wizarding World. C'est quelque chose vraiment qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On aura l'occasion de reparler de ces personnages et de les développer dans des vidéos spécifiquement dédiées quand nous les aurons découverts. Et voilà, on est vraiment très pressé de pouvoir finalement compléter cette immense fresque, de compléter cette histoire très féminine, parce que comme dans Harry Potter, on voit bien que dans les Animaux Fantastiques, sans les femmes, l'histoire serait quand même beaucoup moins magique.
Voilà, donc c'est tout pour ces 2 vidéos-là. On se retrouve samedi pour une toute dernière vidéo pour clôturer cette semaine relative à la journée mondiale pour la protection du droit des femmes. On espère vraiment que vous allez passer tous une très bonne fin de semaine. Bon courage à tous ceux qui travaillent et qui vont devoir encore une fois subir le confinement ce week-end. Pour le coup, là, vous avez des vidéos, vous avez du contenu à regarder. Et donc, rendez-vous samedi à 11h du matin pour découvrir notre 3e et dernière vidéo de la semaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre compte Instagram @CréDeLaGargouille. À très bientôt.